Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous dans ce énième débat de cité que l'on consacre cette nuit encore au Togo. Le Togo, le pays, le Togo, les Togolais, le Togo, la démocratie prise en otage, le Togo, le pouvoir d'un seul contre tous, ce Togo qui nous fait nous interroger, ce Togo qui nous fait nous questionner, ce Togo qui nous inquiète, ce Togo qui nous donne l'occasion de réfléchir, ce Togo vis-à-vis duquel nous nous sentons en solidarité. Au regard de ce qui se passe dans ce pays, au regard du musellement de ses populations et au regard des initiatives qui sont prises notamment pour assurer une révision constitutionnelle en donnant l'impression que nous sommes à la recherche d'un système mieux adapté, plus démocratique, alors que cette démarche cache bien des choses. Cette démarche a été entreprise dans des conditions que vous pouvez imaginer en catimini, à l'insu de tous, un peu contre le gré du peuple, parce que ce peuple qui se dit représentant du Togo, notamment ce peuple à l'Assemblée nationale, y est depuis un temps plus long, alors même que le mandat convenu avec le peuple, si tant est qu'il y avait un mandat convenu, est arrivé à échéance sans que ses représentants ne soient en rupture avec la représentation, et ce sont ces députés à l'Assemblée nationale qui ont été sollicités par le pouvoir en place pour entamer cette démarche de révision constitutionnelle et l'amener jusqu'au bout dans un premier temps, lorsque face au tollé général, face à l'incompréhension, face à l'inacceptable, se sont vus demander d'assurer une seconde lecture par un président de la République qui a donné l'impression sans doute qu'il était à l'écoute du peuple, qu'il entendait sa voix, qu'il ne l'ignorait pas, et que c'est bien pour cette raison qu'il demandait à la représentation nationale d'entamer une seconde lecture, qui était menée dans la foulée. Mais avant, on a donné l'impression que on consultait encore le peuple, notamment la partie notabilité du peuple, notamment la partie tradition du peuple. Dieu seul sait comment on déclenche les consultations. Dieu seul sait, dans ces démarches de consultation, qui on va les consulter. Dieu seul sait ce que l'on demande aux gens que l'on consulte. Et Dieu seul sait ce qu'on attend des gens lorsqu'ils s'engagent dans la consultation. Du coup, on en est dans un contexte aujourd'hui où il faut s'interroger. Il faut s'interroger quant au devenir du peuple du Togo. Il faut s'interroger quant à la situation qui est créée dans ce pays. Et il faut s'interroger aujourd'hui sur l'attitude de cette communauté dite internationale qui visiblement a du mal à tirer les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est la Guinée du président Alpha Condé qui a entrepris de réviser sa constitution, de casser la dynamique de la limite du nombre de mandats et de permettre au chef de l'État de l'époque de mettre en route un processus de troisième mandat au terme duquel il a été élu en même temps que la Constitution a été modifiée par voie de référendum. Et l'on sait, quelques mois après, ce qu'il est advenu du chef de l'État, Alpha Condé. On sait également que cette même communauté internationale, notamment la CEDEAO, a été incapable d'exprimer la moindre des désapprobations lorsque la Côte d'Ivoire a entamé la même démarche de révision constitutionnelle au motif que un premier candidat désigné par le parti au pouvoir
un deuxième candidat désigné par le parti au pouvoir sont tous les deux morts et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour le président de la République de rempiler lui-même dans des conditions telles que l'on pouvait légitimement penser qu'il violait le texte constitutionnel. Cette même CEDEAO n'a pas été capable de rétablir la normalité dans un pays comme la Guinée-Bissau lorsqu'il s'est agi dans ce pays pour un chef d'État mis en place dans des conditions discutables et refutables de mettre fin à la mandature de l'Assemblée nationale dans des conditions où la Constitution ne le lui permet pas, pour mettre en place un gouvernement qui est son godillot dans la perspective de préparer les nouvelles échéances à venir. Au même moment, nous savons que cette même CEDEAO, représentative largement de la communauté internationale, a été plutôt encline de rappeler à l'ordre des gens qui ont produit les mêmes actes et qui ont entraîné les mêmes effets au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Quand on voit la véhémence avec laquelle les communiqués se sont succédés pour rappeler à l'ordre la violation du droit, le changement anticonstitutionnel, toute chose qu'il faudrait, dans les mêmes conditions et dans les mêmes proportions, indiquer aujourd'hui au Togo. Je sais qu'une délégation de la CEDEAO est passée au Togo et contrairement à toutes les délégations, je ne sais pas si on a eu droit à un communiqué nous indiquant quelle a été la nature de la mission, quelle est la moisson de cette mission et qu'est-ce que la CEDEAO pense véritablement de cette révision constitutionnelle, des conditions dans lesquelles cette révision s'est déroulée, des objectifs poursuivis qui ne sont rien d'autre que le détournement de la loi. Mesdames et messieurs, il nous revient à nous de prendre à bras le corps nos difficultés. Dieu seul sait que la démocratie est un long chemin qui est sinueux. Il n'y a qu'à voir simplement ce qui s'est passé au Sénégal pour ne pas se réjouir pendant très longtemps de l'attitude d'un chef d'État, y compris lorsqu'il est issu d'un processus véritablement démocratique, c'est-à-dire pour Macky Sall, une première élection qui n'a pas fait l'objet de contestation et une deuxième élection, même si elle a été discutée, elle a été acceptée. Quand on voit l'attitude du chef de l'État sénégalais sortant, prendre en otage le processus, le remettre en cause, parce que simplement, il met en avant non pas une dynamique d'intérêt général, mais une dynamique d'intérêt personnel, clanique. Mesdames et messieurs, aussi bien on se réjouit de ce qui se passe au Sénégal ou de ce qui s'est passé au Sénégal, que l'on a des raisons de nous inquiéter quand on voit le sort qui est réservé à un certain nombre de personnes issues aussi d'un processus démocratique entre les mains des militaires dans des conditions telles où plus personne ne réagit. Le président Bazoum est en état d'arrestation aujourd'hui. Le chef de l'État togolais ne mentionne pas cette situation. Qui, parmi les chefs d'État, mentionne cette situation? On a tendance aujourd'hui à multiplier par zéro le président Bazoum, qui a quand même été arrêté dans son palais avec son épouse et une partie de sa famille dans des conditions inacceptables. Pour revenir simplement au Togo, j'ai la chance d'avoir quelques Togolais parmi nous et j'ai toujours eu la présence d'esprit de demander à tous les Togolais qui ont des opinions à exprimer ici, y compris des opinions contraires à ce que nous pouvons avancer ici, en leur rappelant qu'ils sont les bienvenus, aussi bien dans la structure gouvernementale qu'en dehors de la structure gouvernementale, que dans la société civile, que dans les sociétés politiques. J'ai l'impression qu'au Togo, on aime bien faire le débat au Togo, mais jamais en dehors du Togo. Cela peut donner l'impression que les gens sont peut-être courts d'esprit lorsqu'ils sont chez eux, mais que sortis, ils ont du mal à exprimer une opinion en face d'autres. J'estime aujourd'hui que dans mon esprit, il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas de Sénégalais. Lorsqu'il s'est agi du Sénégal, on a tous été là, debout, tous engagés dans le combat sénégalais.
Notre solidarité va aujourd'hui au Togo dans les mêmes conditions qu'elle a pu aller au Sénégal hier, qu'elle doit aller à un pays comme le Niger, à un pays comme le Burkina Faso, à un pays comme la Guinée-Conakry, à mon propre pays, le Mali. Je rappelle simplement aux gens que c'est une pirouette insupportable que de penser 2 secondes que la démocratie est un instrument d'extranéité qui ne peut pas nous coller à la peau, au motif que la démocratie ne met en avant que l'élection, et l'élection, c'est le seul passage frauduleux pour prendre le pouvoir, l'exercer contre le gré des gens et s'installer pour de bon. C'est exactement la démarche contraire qu'il faut prôner aujourd'hui, parce qu'en réalité, tous ceux qui tirent à boulet rouge sur la démocratie ne mettent en avant que de la perversion démocratique. Et ceux-là qui sont les plus déterminés contre la démocratie sont ceux-là qui ont été les plus grands fraudeurs de l'élection et de la prise du pouvoir par des moyens frauduleux. Pour moi, la démocratie est le premier signe de l'égalité. Et Dieu seul sait que nous sommes dans des sociétés africaines dans lesquelles l'égalité n'est pas toujours prônée, notamment entre hommes et femmes, notamment entre riches et pauvres, notamment entre les instruits et les non-instruits, notamment entre les urbains et les non-urbains. Et deuxièmement, c'est par le biais de la démocratie que le pauvre peut attraire le riche devant le juge et que, comme Thémis, le juge se bande les yeux pour ne jamais prendre connaissance de l'état de fortune des partis qui sont en face de lui, de ne jamais prendre en compte l'origine des gens, de ne même pas prendre en compte leur couleur. Égalité, justice, et on arrive par le biais de la démocratie à régler la question de la dévolution du pouvoir. Jadis, dans nos sociétés d'antan, on peut l'évoquer pour s'en réjouir ou s'en inquiéter. On gagnait le pouvoir en référence du sang. Et on pouvait gagner le pouvoir en référence à sa fortune. Ces deux méthodes pour gagner le pouvoir sont des méthodes qui ne sont pas justes. Aujourd'hui, en Afrique, par le biais de la démocratie, l'électeur peut être l'élu. Et l'élu peut être aussi bien l'homme que la femme, dès lors que le moindre contraste qui naît dans le cadre de l'élection donne l'occasion à ceux-là qui ont des raisons de contester l'élection de saisir le juge. Et si la réponse du juge doit prendre en compte la situation personnelle des uns contre l'état d'infortune des autres, on n'est pas en démocratie. Il y a rupture de la démocratie. Mesdames et messieurs, ces rappels sont importants. Ils sont à la fois didactiques et pédagogiques. Il faut les rappeler. Et tous ceux qui sont des antidémocratiques aujourd'hui sont des ignorants de la démocratie, parce qu'au même moment qu'ils disent « ah bah la démocratie », ils prônent le pouvoir des treillis militaires et des képis. Or, vous savez que le treillis militaire et le képi, c'est la prise du pouvoir par la force, le maintien au pouvoir par la force, l'exercice autoritaire du pouvoir, et on sait toujours comment cela se termine dans le drame. Qui règne par l'épée périt toujours par l'épée. Aujourd'hui, ce ne sont pas des képis à la tête de l'État du Togo. Ce sont des civils. Et des civils aujourd'hui qui donnent l'impression de prendre en otage ce qui se passe au Togo. J'ai la chance d'avoir donc notre ami Dani Komlaïda. En plus de ce qu'il est togolais, est quand même très bercé dans ces questions spécifiques sur lesquelles, en tant que membre du panel de débat de cité, on a tous les jours l'avantage de discuter avec lui et surtout d'entendre justement son expérience et son expertise dans ce domaine. J'ai aussi la chance d'avoir Brigitte Améganvi, qu'on a déjà vu quelques fois dans les spaces et qu'on écoute toujours avec beaucoup de plaisir, tellement sa maîtrise de la connaissance du Togo nous donne l'impression qu'elle vit ça tous les jours et qu'elle a des idées, malheureusement, qui ne sont pas celles qui sont majoritairement partagées là-bas aujourd'hui. Quand je dis majoritairement, c'est un peu ce qui se passe là-bas.
et qui se prévalent de ce qu'ils sont légitimes. Parce que simplement, à la tête de l'État, je vais demander à Brigitte également de remonter justement sur le stage. Dany, bienvenue, merci d'être là. Et quel est l'état des lieux du Togo depuis la dernière fois qu'on s'est réunis ici dans le Cap Space? Merci, Maître Konaté. Merci beaucoup pour cette opportunité, cette marque de solidarité, d'amitié envers les Togolais que nous sommes et les Africains que nous revendiquons d'être également. Et ce débat que vous ouvrez aujourd'hui, qui est la suite d'un débat précédent, est pour le moins opportun. Il a valeur culturelle, il a valeur pédagogique, vous l'avez dit à l'instant. Je vais même ajouter qu'il a valeur thérapeutique, parce que nous, Togolais, sommes atteints dans notre conscience, dans nos esprits, depuis tellement longtemps, que chaque fois qu'il y a des remous dans notre pays, chaque fois qu'il y a des opportunités, nous ressentons que c'est une opportunité, c'est une occasion qui peut conduire à un avancement. Vous me demandez qu'est-ce qui a changé depuis lors? Il a changé le fait que la deuxième lecture demandée par le président de la République du Togo sur le changement de constitution, cette deuxième lecture a eu lieu et on nous a informé que les députés à l'Assemblée nationale ont voté et que désormais le Togo se trouve dans sa 5e République. Il s'est passé, maître, que on nous a fait croire que les mêmes députés ont été envoyés là dans les différentes régions du Togo pour consulter les populations à travers leurs chefs traditionnels notamment. Et il s'est fait qu'on ne nous a pas rendu compte de ce que ces chefs auraient dit, mais tout simplement, les députés qui également étaient en campagne électorale, parce qu'il y a élection législative régionale prévue au Togo le 29 avril, sont revenus à Lomé, siégé à l'Assemblée, et 87 sur 91 députés, les autres seraient absents, ont voté pour cette constitution. Il s'est fait, maître, que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu un seul article de cette constitution. Et on se demande si cela existe. Le Togo inaugure donc une ère de constitution sans test du moment où nous savons les idées qui ont servi de soubassement à cette réforme prétendument s'aligner sur une démocratie à l'africaine. Cela s'est déroulé dans une opacité complète, exclusion d'une grande partie de la classe politique, parce que le Togo est assez pluriel, les partis politiques qui comptent, nous les connaissons, ils ne sont pas, pour la plupart, à l'Assemblée nationale, à l'exception du parti UNIR, anciennement connu comme RPT, parti fondé par le général Eyadema, celui qui a régné sur le Togo pendant 38 ans, ajouté à 38 les 19 ans que son fils est en train de passer, celui qui est dans son 4e mandat. Et donc, cette nouvelle constitution lui ouvre un boulevard parce que son parti qui se mélange, qui se confond totalement à l'État, à l'assurance, de façon éternelle, de rester au pouvoir. Et donc, c'est le chef de ce parti qui désormais aura à diriger le gouvernement togolais. Et on nous fait croire que le chef du gouvernement aurait plus de pouvoir que précédemment. Mais nous n'avons pas cette chance-là, nous, en tant que Togolais, de lire cette constitution. Je voudrais rappeler, maître, que entre 2017 et 2018, une crise politique de grande ampleur a secoué le Togo. Cette crise portait sur la réclamation par une très grande partie de l'opposition du retour à la constitution de 92. C'est une constitution qui avait été adoptée, c'est la constitution du pluralisme politique au Togo, adoptée par 96% des Togolais. Et c'est la seule fois que la classe politique togolaise a atteint ce niveau de consensus. Jamais vu. Et donc, au cours de cette crise entre 2017 et 2018, il y a eu un soulèvement dans pratiquement toutes les villes du Togo. La CEDEAO est intervenue, a proposé à la classe politique une médiation. Des discussions ont eu lieu tantôt à Lomé, tantôt à Accra, et au finish, il y a eu répression massive. Répression par la soldatesque togolaise. Au moment où nous échangeons ici, maître, nous avons des dizaines de Togolaises qui n'ont pas, de Togolaises et Togolais qui n'ont pas cette chance parce que, ayant participé à ces soulèvements en 2017-2018, le pouvoir les a pris et les a mis en prison. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été jugés. Des dizaines de Togolais sont en prison actuellement. Leur seule faute, c'est d'exiger le retour à la constitution de 92. C'est vous dire, maître, que la question les divergences politiques, les antagonismes autour de la Constitution, ça date pas de maintenant. On dirait une revanche que
Faure Gnassingbé prend sur le peuple togolais en disant, écoutez, non seulement je ne retourne pas à la constitution 92, mais je vous impose une nouvelle constitution et je vous dis que j'ai les pleins pouvoirs à tel point que vous n'avez même pas le droit de lire cette constitution parce que ça ne vous regarde pas. C'est un processus politique totalement désastreux auquel on assiste dans ce pays qui est le mien. Un processus inopportun d'abord parce que la réforme constitutionnelle, en principe, devrait être une démarche assez grave, bien sûr, et qui devait exiger un large compromis. Il n'y a même pas tentative de consultation de l'opposition, des oppositions, parce qu'elle est assez plurielle aujourd'hui, ni de la société civile. C'est un processus totalement unilatéral, assez partial et exclusif. Le parti UNIR, qui désormais, je le rappelle et je le redirai encore, agit comme le parti de l'État, a porté l'initiative seul, avec ses députés, et quelques comparses qui avaient trompé la population qu'ils étaient de l'opposition. Absence totale de consultation. Maître Konaté, les chefs traditionnels qui ont été consultés, le pouvoir a réussi. Gnassingbé Adema ne faisait pas la même chose, mais son fils a réussi à transformer la chefferie traditionnelle comme aile marchande de son parti. Il arrive même qu'on voit certains chefs vêtus des t-shirts de ce parti. Et ce sont ces gens-là qu'on est allé consulter pour donner l'impression à la communauté internationale qu'il a réclamé, qu'il y a eu des consultations et que les Togolais sont favorables au changement de constitution. C'est ni plus ni moins une arnaque, parce qu'on dit au peuple togolais qu'une nouvelle constitution remplace la nouvelle et remplace celle de 92, mais on ne lui montre pas cette constitution. Les députés du régime ont voté pour un texte qu'ils n'ont pas vu, qui n'ont pas lu. Si je mens, mais au moins qu'on nous publie ça sur un site quelque part, sur un blog quelque part, et nous irons lire, qu'on nous montre ce test, qu'on nous dise combien il y a d'articles dans la nouvelle constitution du Togo, et qu'est-ce qu'on y met pour les libertés publiques, les libertés individuelles, l'organisation des différentes élections, les institutions de la République. Si le Togo devait être devenu une monarchie, qu'on ait le courage de nous le dire. Ni plus ni moins, maître, il s'agit d'un coup de force. Le pouvoir togolais s'est illustré, vous le savez, au cours de ces dernières années, les 2 dernières années notamment, dans son soutien, tantôt politique, tantôt diplomatique, au régime issu de coups d'État, notamment dans le Sahel. Parrain des coups d'État, mais ce fait que le Togo lui-même est un coup d'État permanent, comme le disait François Mitterrand quelque part. Un coup d'État permanent parce qu'il y a des pères ayant fait le coup d'État contre Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du Togo, en 1963, a régné sur ce pays-là, et son fils continue, et c'est ça qui se perpétue. Il y a un certain nombre de revendications en cours, il y a une organisation de la société civile, des partis politiques, mais on est en processus électoral, on ne sait pas à quoi cela va aboutir. J'aurai le plaisir, maître, de revenir pour vous parler un peu de ce à quoi ressemble ce pouvoir de 2005 à 2024 que Faure Gnassingbé a régenté, comment il a régenté le pays, tous les échecs qu'il a connus, et essayer de comprendre avec vous ce qui nourrit son ambition actuelle de devenir le premier roi du Togo, et avec aussi cette crainte-là qu'on doit cumuler avec notre prudence de ne pas avoir le courage donc de montrer véritablement ce qu'il a envie de faire du Togo au regard de la communauté régionale, au regard de la CEDEAO, l'Union africaine et toute cette tendance mondiale qui voudrait que les peuples s'épanouissent à travers des mécanismes qu'ils mettent en place par eux-mêmes. Mais je ne voudrais pas monopoliser longtemps la parole. Je salue ma sœur Brigitte qui est là et d'autres collègues, Mauvin, Joël, et j'aurai plaisir à revenir développer d'autres aspects ou répondre à des questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup, Dany. Merci pour cette introduction qui nous installe dans le contexte togolais. Premièrement, il est clair que la démarche de révision constitutionnelle qui a été initiée dans un premier temps et qui a été différée dans le temps par cette seconde lecture a fini par aboutir à un vote du Parlement dans les conditions que l'on sait. Et deuxièmement, ce texte constitutionnel n'attend que la promulgation du chef de l'État et a priori rien ne s'y oppose, sauf éventuellement la saisine de l'équivalent du Conseil constitutionnel là-bas pour éventuellement mettre en cause le texte, mais pour qui connaît un peu la situation de nos cours constitutionnels, il y a très peu de chances justement que une démarche comme celle-ci puisse aboutir, et ce d'autant plus que on a aussi lu et entendu par là que le droit d'action contre de saisine de l'équivalent d'un cours
constitutionnelle est relativement limitée. Je voulais juste avec Brigitte peut-être évoquer la situation particulière de la communauté internationale justement depuis que ce processus a commencé. Je sais que il y a eu un communiqué du gouvernement américain s'inquiétant de l'allure par laquelle les choses se déroulaient au Togo. Et deuxièmement, je ne sais pas ce qu'il est advenu de la délégation de la CEDEAO qui est rentrée hier, aujourd'hui, de Togo. Et troisièmement, je ne sais pas si les partenaires, aussi bien africains du Togo que français, que européens et d'ailleurs, si ils ont eu l'occasion de se manifester, quelle est la photographie de l'opinion internationale aujourd'hui, de la communauté internationale, par rapport à cette démarche de révision constitutionnelle. Brigitte. Merci encore de nous donner la parole. Débat de cité. Pour parler de cette situation tragique au Togo, qui commence à être un remake de ce que nous avons connu en 2005, d'une part, en 2018, d'autre part. Pour aller directement aux questions, parce que nous avons très peu de temps aujourd'hui, effectivement, il y a eu ce communiqué du département d'État américain qui semble confirmer. Pour rectifier les choses concernant la démarche de la CEDEAO, en fait, la CEDEAO avait commis 2 communiqués contradictoires à 24 heures d'intervalle. Il y a eu un premier communiqué le 15 avril qui parlait d'une mission de la CEDEAO qui allait se rendre au Togo pour prendre des informations sur la situation en relation avec la crise politique naissante. Et ce qui était curieux dans ce communiqué, c'est d'une part que cette mission était à l'initiative du gouvernement togolais, et d'autre part, ce communiqué était curieux parce que le chef de mission est un Nigérien. Or, on sait que dans la pratique de la CEDEAO, un pays qui est sous sanction n'envoie pas ses ressortissants représenter la CEDEAO dans une mission de conciliation ou une mission d'établissement des faits. Donc, nous nous étions étonnés de ces 2 contradictions dans ce communiqué, et le lendemain, il y a un communiqué, ce communiqué du 15 a été retiré, un autre communiqué daté du 16 a été publié, disant que confirmant le fait que cette mission était proposée par le gouvernement togolais, mais qu'il s'agisse juste d'une mission d'enquête préalable avant une mission d'observation électorale, et que cela n'avait rien à voir avec la situation relative à la modification constitutionnelle. Donc c'était la CEDEAO, mais que la CEDEAO avait été informée de cette mission et la prenait à son compte. Donc la mission est arrivée au Togo, a rencontré les différents acteurs politiques, a reçu effectivement différents partis politiques, a reçu également une délégation des organisations de la société civile. Et la délégation des organisations de la société civile, je ne sais pas si David est en ligne, mais il saura vous donner plus de détails sur le contenu de des discussions. Le communiqué qui a été publié fait état du fait que le chef de délégation a été informé des attentes des Togolais vis-à-vis de la CEDEAO, qui doit assumer un certain nombre de responsabilités dans les règlements des crises au Togo, en tout cas pour les Togolais. Il est très clair que nous considérons que c'est la CEDEAO qui a installé Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, et quand elle a fait mine de reculer à la suite des protestations de l'Union africaine sur le coup d'État militaire, elle a reculé pour mieux sauter, et elle a installé Faure Gnassingbé à l'issue d'un processus électoral frauduleux dont la contestation a été réprimée dans le sang, un silence assourdissant de la CEDEAO. D'ailleurs, je rappelle que le rapport d'établissement des faits de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui a établi que au moins 500 personnes ont trouvé la mort dans cette répression. Ce rapport existe toujours. Au Togo, on l'appelle le rapport de Doudienne, et il n'a donné
aucune suite. Aucune suite n'a été réservée à ce rapport. La population du Togo à l'époque devait être de l'ordre de 5 millions. Donc 500 morts sur 5 millions, c'est quand même quelque chose qui devrait être qualifié de crime de masse et faire l'objet parce que le Togo n'est pas parti à la Convention de Rome, donc n'a pas ratifié la Convention de la Cour pénale internationale, mais le Conseil de sécurité avait la possibilité, face à une violation massive des droits humains, de saisir la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale, pour porter le cas devant cette Cour. Cela n'a pas été fait et ce sont les mises en cause, les criminels eux-mêmes qui ont établi leur propre commission de justice, vérité et réconciliation avec eux-mêmes et avec les criminels et les victimes qui ont reçu des indemnisations symboliques. Voilà. Et les Togolais considèrent également qu'en 2018, c'est la CEDEAO qui a encore une fois sauvé la mise à l'issue des contestations de la Constitution, de la réclamation du retour à la Constitution de 92, dont mon compatriote Dany vient de parler tout à l'heure. Donc, du côté de la CEDEAO, jusqu'à présent, à part cette mission qui a dû rendre compte, il n'y a eu aucune réaction à ce jour. Du côté de l'Union africaine non plus, aucune décision, aucune réaction, alors que l'article 23 de la charte de l'Union africaine sur les élections, la gouvernance et la démocratie spécifie clairement dans son article 23, dernier alinéa, des points cités comme étant constitutifs d'un coup d'État et donc susceptibles de sanctions de l'Union africaine, précise bien que les modifications constitutionnelles qui ont pour objet de faire barrage à l'alternance sont considérées comme des coups d'État. Donc les choses sont claires et elles sont clairement dites, clairement écrites dans la charte de l'Union africaine. Mais pourtant, de la part de l'Union africaine, à ce jour, aucun communiqué, aucune action, aucune délégation envoyée, aucune demande d'information sur la situation au Togo. Pour les partenaires européens, etc., silence radio également pour le moment. Voilà. Et je reprécise que tout à l'heure, je me suis encore connectée au site de l'Assemblée nationale togolaise, c'est toujours la même histoire. Autant très rapidement en 2019, lorsque la présente Assemblée nationale, après son élection, a eu à modifier la Constitution, donc par voie parlementaire. Assez rapidement, nous avons eu sur le site internet de l'Assemblée nationale le projet de loi introduit par le gouvernement et son exposé des motifs. En fait, ce projet de loi proposait la modification de 3 articles à la suite de la mission que la CEDEAO avait confiée à un constitutionnaliste sénégalais, Alioune Badara Fall, qui est professeur agrégé de droit public à l'université de Bordeaux, qui avait rédigé, donc à qui la CEDEAO avait confié une mission d'expertise et qui avait donc proposé la modification de 2 articles. Le gouvernement en a ajouté un 3e sur la modification de la composition de la Cour constitutionnelle. Et ces 3 articles du projet de loi ont abouti à la modification par la même Assemblée nationale, celle-là même qui change la Constitution aujourd'hui, de 30 articles au total dans la Constitution qui existait auparavant. Donc, manifestement, ces modifications de 30 articles n'ont pas suffi pendant toute la législature à obtenir que dans l'exposé des motifs, il était déjà question de stabilité, de situation sociopolitique dans le pays, etc. Et apparemment, 5 années ne leur ont pas suffi pour voir les résultats positifs des 30 articles qu'ils avaient modifiés. Et c'est probablement la raison pour laquelle... Et je précise que dans ces modifications, il y avait toute une série d'articles qui garantissaient l'immunité au président de la République pendant l'exercice de ses fonctions,
à la fin de ses fonctions, etc. Donc des articles qui avaient été rajoutés, mais manifestement tout ça ne suffit pas pour garantir la longévité de Faure Gnassingbé, de la dynastie Gnassingbé au pouvoir, et c'est la seule explication que moi je vois à ce qui s'est fait ces derniers temps. Et donc la deuxième relecture, on sait toujours pas. La seule information qu'on a, c'est que le président de la République, qui a une fonction plutôt de représentation, il était proposé auparavant qu'il exerce un mandat unique de 6 ans. Maintenant, il serait actuellement, ce serait 2 mandats de 4 ans, comme par hasard, pour se conformer à le nombre de mandats et à la durée des mandats des pays anglo-saxons de la CEDEAO, de manière à ce que si jamais la CEDEAO venait à limiter les mandats à 2, que le Togo puisse dire, non, chez nous, les mandats sont limités déjà à 2 mandats de 4 ans, donc circuler, il n'y a rien à voir chez nous. Voilà, c'est à quoi joue ce régime. Son seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir, vitam aeternam, et peu importe la misère de la population une population qui souffre, un développement qui est bloqué dans ce pays, un pays qui, il y a quand même quelques ressources, mais où rien ne bouge depuis 20 ans que Faure Gnassingbé. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Je ne sais pas si David nous a rejoint entre-temps pour nous donner plus d'informations sur le contenu des discussions avec l'émissaire de la CEDEAO. Très bien. En attendant que David arrive et en attendant de donner la parole donc à Joël Amouvin, qui nous a rejoint aussi, je voulais juste saluer la présence parmi nous de mon excellent ami Francis Laloupo, fin observateur de la situation en Afrique, que j'ai entendu avec beaucoup de bonheur justement sur une télévision s'exprimer justement sur le cas du Togo. Francis, tu es le bienvenu, tu montes quand tu veux et tu t'exprimes quand tu veux, mais ton expression est toujours une parfaite et totale indication de ce que l'on pourrait éventuellement comprendre du cas du Togo. J'avais vu également l'ancien ministre togolais, que je ne voudrais pas citer s'il n'est pas là, qui est aussi en même temps prof de droit. Je voulais saluer la présence parmi nous du professeur Akoda Ayewanda, qui est aussi là et qui prend la parole quand il veut pour s'exprimer, pour éventuellement, s'il le souhaite, nous donner son opinion sur le débat qui a cours en ce moment. Joël Amouvin, merci beaucoup, bienvenue. Est-ce que vos craintes étaient celles-ci lorsque, il y a quelque temps, vous étiez assez sceptique justement sur le renvoi en seconde lecture, en vous disant que absolument rien ne pouvait venir contrarier cette démarche-là, tant la détermination du gouvernement togolais ou du chef de l'État togolais était claire. Oui, bonjour Maître Konaté et bonjour à tous les orateurs et toutes les personnes qui sont connectées. Oui, je vous le disais que c'était un plan savamment orchestré par le régime RPT UNIR pour s'éterniser au pouvoir et surtout pour concentrer davantage de pouvoir entre les mains de Faure Gnassingbé que nous savions tous imposteur. Et c'était là le scandale lorsqu'on nous disait que on allait procéder à une large consultation au sein de la population, mais une consultation qu'on a limitée à quelques visites ou à l'envoi de quelques délégations du RPT UNIR auprès de chefs traditionnels dont la grande majorité était choisie ou alors cooptée par le régime lui-même. Donc, le scandale vient de ce que la communauté internationale ne se cherche pas un regard d'intérieur sur la situation du Togo et je ne dis pas que j'en veux aux médias internationaux, mais je suis désolé de ce qu'on nous relaie à l'extérieur n'est que une description des démarches du régime qui ne pose pas de questions sur le fondement ou alors sur la légalité ou la légitimité de ces consultations-là ou de tout le processus en cours. Et cela voudrait dire que le RPT UNIR était conforté dans sa démarche et savait que rien n'allait lui faire barrage si ce n'est le peuple togolais qui se lève. Et c'est pour cela que je disais que
le seul moyen pour nous ou pour le peuple togolais aujourd'hui de mettre fin ou d'arrêter ce processus-là était de se mettre debout. Et quand on appelle ceux qui ont voté ou proposé cette modification-là, soi-disant, des députés, moi, je les appelle des zombies parce que c'est des gens que personne n'a élus et qui sont des instruments entre les mains du régime pour opérer toutes sortes de gymnastiques antidémocratiques et permettre à ce régime-là de rester. Et il ne reste qu'à aller chercher des primates et à qui on va apprendre à lever la main ou à la baisser pour faire des lois pour le peuple togolais, modifier la constitution comme on veut, puisque il y a plus de respect de la constitution, il y a plus de respect de la dignité humaine, il y a plus de respect de la souveraineté du peuple togolais. Et nous voyons à quel point la situation politique togolaise ou la manière de gérer le Togo de ce régime-là est devenue dégoûtante. Mais il y a personne qui s'en émeut, comme je l'ai dit la dernière fois, de l'extérieur. Madame Brigitte vient de peindre encore tout à l'heure tout ce qu'on a pu recevoir comme réaction de la part de la communauté internationale, d'abord de la CEDEAO, comme d'autres institutions, qui ne veulent absolument rien dire. Et pourtant, on sait très bien comment Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Et c'est désolant d'ailleurs la manière dont on a fait la publicité pour lui ces derniers mois en parlant de lui comme étant un panafricain, quelqu'un qui s'impliquait pour la paix dans la sous-région ouest-africaine et qui faisait le lien entre la CEDEAO et l'AES, ainsi de suite. Alors qu'il n'en est rien. Faure Gnassingbé n'est pas un dirigeant respectable, en ce sens que il n'a jamais pris au sérieux la situation des populations du pays qu'il clame diriger, mais qu'il n'a jamais vraiment dirigé, puisque Madame Megambi vient de le dire, le Togo est dans un état de sous-développement inimaginable, dans une sous-région où plusieurs pays ont fait des avancées quand même. Donc, c'est déplorable que un régime comme celui-là, dont tout le monde a vu la mutation à la mort de Gnassingbé et Adema, jouissent aujourd'hui de cette impunité-là et que personne ne prenne le courage d'interpeller ce régime ouvertement et de dire à Faure Gnassingbé et ses complices que assez, c'est assez et qu'il va falloir qu'ils respectent minimalement les lois que eux-mêmes ils ont votées. On a parlé tout à l'heure de 30 articles et de bien d'autres mesures qu'ils ont prises, mais qu'ils n'ont jamais respectées eux-mêmes. Donc, c'est un peu comme le Togo est un État sauvage et où Faure Gnassingbé régente comme il veut. Et à la fin, on peut même penser que ce régime-là nous dit, comme l'a dit Christian Trimua il y a quelques années, en 2018, que si on veut le pouvoir, on n'avait qu'à prendre des armes. Donc, ce régime-là nous lance pratiquement le défi de le défaire par d'autres moyens que les moyens démocratiques ou alors les processus politiques régaliens. Donc, c'est pour cela que, avec les méthodes qu'ils ont mises en place pour empêcher l'opposition politique de faire changer les choses ou d'obtenir l'alternance, ils sont sûrs que rien ne peut les empêcher d'arriver à leur fin. Et moi, j'ai envie de dire, comme ce jeune internaute gabonais, qu'au Togo, tout est à refaire. Tout est à refaire. Parce que le Togo est pris en otage par un régime rétrograde composé d'une minorité pilleuse ou d'un groupe d'oligarques qui pillent systématiquement les ressources du pays à la vue et au su de tout le monde, mais contre qui personne ne fait quoi que ce soit et qui continue de maltraiter, de tordre le cou à la population togolaise tous les jours que Dieu fait. Et on en est venu à penser que les Togolais sont incapables de quelque sursaut patriotique que ce soit. Et c'est pour cela que je voulais dire depuis notre dernier space que ce qui se passe maintenant, cette modification frauduleuse et ce coup de force de la Constitution est une opportunité que le régime nous offre de nous lever dans un sursaut ultime de patriotisme pour le renverser. Et je crois que c'est ce qui sera fait au Togo. Il nous entraîne d'ailleurs dans une démarche réelle politicienne et le peuple n'aura pas d'autre choix que de lui répondre.
C'est juste une question de temps, comme je le disais. Et ce régime qui abuse d'une impunité inexplicable et qui part même de cette impunité-là pour poser des actes que personne ne devrait accepter de par le monde, ne mérite plus d'être considéré comme le gouvernement du Togo. La seule fois où la communauté internationale a sanctionné le régime Gnassingbé fut à la fin des années 90 jusqu'aux 22 engagements pris devant l'Union européenne en 2004 pour dire qu'il y avait déficit démocratique au Togo et c'était la raison pour laquelle Adema Gnassingbé et son gouvernement avaient été sanctionnés par l'Union européenne pour à peu près une période d'à peu près 6 ans. Et aussitôt la coopération reprise, ce régime-là est retombé dans les mêmes travers. Et il n'y a pas eu de changement jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce que le peuple a fait pour montrer à la face de la communauté internationale qu'il veut le changement n'a pas servi, n'a pas suffi pour permettre le changement. Des élections se sont succédées sur tous les présidentielles, notamment celle de 2015, où ce régime-là, en vision monde, a procédé à une fraude que tout le monde a vue. Mais malgré cela, il n'y a personne qui ose questionner le rôle de Faure Gnassingbé comme chef d'État. Alors on se pose la question, qu'est-ce que c'est que de faire la politique en Afrique? Qu'est-ce que c'est que de vouloir le bien des populations de l'Afrique? Et qui sont les personnes qu'il faut finalement accepter comme dirigeants? Est-ce que c'est ceux qui utilisent des armes et des manières rustres pour s'emparer du pouvoir ou c'est ceux qui se font élire? Au Togo, aucune méthode de changement de système ne semble faire l'affaire, puisque le régime en place a réussi même parfois à acheter ou à corrompre des personnalités étrangères qui étaient censées dire le droit ou alors qui étaient censées donner de la voix dans le sens d'un changement irréversible au Togo. Donc c'est là que nous en sommes aujourd'hui et on a besoin que, à défaut d'une mobilisation de la communauté internationale pour apporter un soutien indéfectible au peuple togolais, il va falloir que les Togolais eux-mêmes se lèvent pour mettre fin à cette situation-là qui n'a que trop duré parce que on ne nous parle pas que de Faure Gnassingbé qui veut s'éterniser au pouvoir. On susurre un peu partout dans les milieux politiques togolais que si jamais Faure doit partir avec ce même régime en place, et on mettrait son petit frère qu'on appelle Meï Gnassingbé à sa place. Et ce que les gens disent en secret, il va falloir qu'on l'amène sur la place publique et interpeller, poser la question suivante à la communauté internationale. Si demain, par le truchement de n'importe quel processus, comme on le voit maintenant, Faure Gnassingbé se retire et qu'on cherche à mettre un autre enfant d'Adema Gnassingbé à la tête du Togo, est-ce que cette communauté internationale accepterait de discuter ou de considérer cet autre enfant de Gnassingbé Adema comme un dirigeant légal du Togo? Et je m'en arrête là pour le moment. Merci beaucoup et merci infiniment justement pour cette prise de parole. Je vois le professeur David Ekwe qui est là et qui monte quand il veut. Je lui ai adressé donc une invitation et toutes les personnes qui souhaitent intervenir à ce stade peuvent intervenir. Ismaël, vous avez la parole. Bonsoir chers auditeurs et vraiment merci beaucoup. Je ne sais pas comment je vais vous remercier, j'aurais appris beaucoup de choses. Vraiment, c'est un honneur. Bon. Moi, j'ai juste quelques mots à dire sur la famille Gnassingbé. Si je me trompe bien, ils sont au pouvoir depuis 1972 et ça fait 52 ans. Ça devient une monarchie, pure et simple. Voilà pourquoi la constitution, elle est passée comme dans du beurre. Elle est passée comme dans du beurre avec ce que vous avez oublié de dire, avec la complicité de ces panafricains et journalistes qui se sont engraissés. Bien gavés de la démocratie occidentale, je te dis. Et ces mêmes gars, ils sont là, ils soutiennent les putschistes au pouvoir juste pour goûter le palais présidentiel de l'Afrique de l'Ouest sous prétexte de la lutte contre le colonialisme. Mais ils ne parlent jamais de l'Afrique centrale chérie qu'ils aiment, comme le Cameroun. Paul Biya a 90 ans, 40 ans de pouvoir. Il mange le CFA, il parle le français, et il travaille avec les Français. Mais il n'en parle jamais. Juste de l'Afrique de l'Ouest. Et il fait nous engaver. Dès que tu es comme un petit dictateur, ils sont avec toi. Dès que tu es dictateur, ils sont avec toi. Maintenant, c'est panafricanisme. Je veux que vous accentuez. Ils sont là nous la mettre à l'envers.
nous les jeunes ouest-africains, ils sont en train de la mettre en envers. Pourquoi je dis ça? Ok, vraiment, la CEDEAO, c'est pas bien, mais nous, la CEDEAO, on a une liberté, comme on appelle une liberté de voyager dans combien de pays? 16 pays, si je me trompe, sans visa. Nos parents ne savent même pas c'est quoi un visa, un passeport. Tu peux te lever du Sénégal pour aller au Niger. La liberté de circulation. Moi, pourquoi je dis cela? Moi, j'ai été comme en Guinée équatoriale. Il y a visa entre eux. Là-bas, c'est comme on appelle, il y a un jargon ivoirien qui dit le chien mange chien. Tu passes du Cameroun en Guinée équatoriale, tu prends un visa et vous savez quoi? La carte de séjour, c'est 500 000 pour un an. Et ça, ils n'en parlent pas. Ces panafricanistes, ils n'en parlent jamais. Chaque fois, c'est nous. Ils sont en train de la mettre à l'envers. Hein. J'aimerais que vous vous réveillez, qu'on se réveille, qu'on prenne conscience. Voilà pourquoi ils veulent enlever comme le Mali, le Burkina et le Niger de la CEDEAO. Quand tu regardes dans la sous-région, là, il y a combien de millions, je ne parle pas des milliers, un million de ceux-là qui sont dans la sous-région. J'attends à bas la CEDEAO. À bas tel. Vraiment, la CEDEAO, tout n'est pas parfait, mais on a une liberté inconditionnelle qu'il faut préserver aussi pour nous. Donc, ces gens-là, vraiment, ils ne savent pas comment il faut... Moi, j'ai mal quand je vois dans d'autres palais, on reçoit les Bill Gates pour qu'ils puissent investir, les Mark Zuckerberg. Nous, on reçoit ces panafricanistes. Oh mon Dieu, on est tombé bas. On est tombé très bas. Ils viennent dans le... Je ne sais pas comment j'ai mal. Quand je les vois, ils prennent photo avec des chefs d'État et ils sont fiers. Des gens même qui ne peuvent même pas investir 1 million d'euros pour faire quelque chose. Je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ils n'en parlent pas de pour eux? Comme on appelle monsieur en Guinée équatoriale, Obiangema. Il est au pouvoir depuis 1969. Ça fait 45 ans de pouvoir. Mais ils peuvent en parler. Et c'est en Afrique centrale, ils peuvent en parler. Mais moi, je me demande pourquoi ils en parlent. Et tu les vois, ils sont collés seulement au régime dictatorial, quoi. Comme au Togo maintenant, open bar, les journalistes qui sont bien gavés, ils sont bien engraissés avec la démocratie, avec, comment on appelle, tous les avantages de la démocratie, hein, avec les passeports, tout, double nationalité, ils font dans le monde entier là où ils veulent. Ils s'assoient, non, la démocratie, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est bon, merde? Va prendre le passeport, comme on appelle le passeport russe. Tu peux pas en avoir, hein. Tu peux pas en avoir le passeport russe, la Corée du Nord, l'Iran, non. Si tu n'es pas russe, tu ne peux pas avoir le passeport. Qui es-tu? Ben nous, on tend vers ça, mais ils sont là tout mélangés. Sincèrement dit, professeur, ils sont là tout mélangés. Vraiment, moi, je peux vous dire, continuez. Il faut que nous aussi, on se réveille. Sinon, ils vont nous la mettre en envers. Pour ne pas dire gros mots, ils vont la mettre en envers. Faut qu'on se réveille. Ce jeu là-bas, c'est la merde. Sincèrement, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, au moins là. On peut pas voyager sans visa. Faut que je le dise, faut qu'on se dise sans visa. Or, chez nous, en Afrique de l'Ouest, on a un truc. Oui, la CEDEAO, tout n'est pas parfait. Mais cette liberté de bouger là seulement, c'est un truc primordial. C'est un truc primordial qu'il faut préserver. Ok, je vais m'arrêter là. D'autres personnes vont intervenir. Vraiment, je m'excuse si j'ai été un peu loin. Merci. Non, merci beaucoup et vous êtes toujours le bienvenu. Je vais donner donc la parole à Claudine Maté. Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que beaucoup ont déjà parlé et dit ce qu'il faut. Ce que je vais juste ajouter, c'est ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir de voir les miens ici parler du Togo. Je vois la détermination, hein, tout le monde est déterminé à ce que ça finisse au Togo. C'est très bien. Mais une chose est sûre, nous devons nous atteler aussi à accompagner ces meetings, hein, ces messages avec des actions. C'est ça qui est plus intéressant. Il faut être sur le terrain. Hein, à défaut d'être sur le terrain, surtout nous qui sommes dans la diaspora, c'est important quand on nous appelle de faire l'effort pour sortir. Et je parle de ceux qui sont en France, par exemple. Il y a Togo Debout, Europe, qui organise maintenant une marche ou un sit-in devant l'ambassade du Togo à Paris chaque samedi. Mais c'est vraiment désolant de voir qu'il y a à peine une trentaine de personnes qui se présentent. Pourtant, c'est très bien que la diaspora togolaise en France, on a un grand nombre de Français, de Togolais en France. Et quand c'est pour une fête, on dit il y a une fête, c'est pour aller boire, danser. Vous allez voir 100, 200 personnes qui vont se présenter. On vous parle de votre pays, les gens ne sortent pas. Je me rappelle, long story short, en 2018-2019, il y a certains qui m'ont abordé, ils m'ont demandé, mais Claudine, tu es en retard aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais
je dois quitter chez moi. Mon billet, souvent, c'est entre 300, 500, des fois $600. Je dois prendre l'hôtel pour 2-3 jours. Des fois, il faut aller au State Department et Nations Unies et des capitaux. Hein? Il faut faire cette démarche-là, c'est pas gratuit. Je dois faire des déplacements, je dois dépenser au moins $1,500 à chaque fois qu'il y a une marche à DC ou à New York. Et le gars, il me regardait étonné parce qu'il pensait que je vivais à DC. Non, je ne vis pas à DC. Je vis dans le Midwest des États-Unis. Mais ça ne m'empêche pas de laisser ma famille, de me déplacer parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon pays, le Togo. C'est ça la lutte. La lutte, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement être sur WhatsApp, bavarder matin, midi, soir. Ce n'est pas seulement faire des tweets. C'est important, mais ce n'est pas la finalité. Donc, j'aimerais exhorter les miens. Je vois qu'il y a au moins 178. Vous m'excusez si j'ose un peu la voix parce que des fois, c'est frustrant. Il y a 178 personnes ici. Essayez de partager les informations. Il y a 198 personnes. 198, autant pour moi. Essayez de partager les informations. Le samedi prochain, le 27 avril, les gens vont se retrouver devant les Nations Unies pour un sit-in. Même ceux qui sont au Canada, Montréal, vous pouvez vous déplacer facilement. Les billets sont moins chers. Déplacez-vous, même si c'est pour venir le samedi tôt le matin repartir. Faites-le. C'est pour le Togo qu'on le... Je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous m'excusez. Sortez, c'est très important, mes chers compatriotes. Joignons nos paroles à nos actes ou à nos actions. C'est très important. Oui. Je me rappelle mon grand-père, père à son âme, qui me dit, il était pétitionnaire. C'était ceux qui étaient venus ici en 1950, 53, 55 pour réclamer l'indépendance du Togo. Et je me rappelle très bien, ma mère me disait, et la dernière fois qu'il était venu, il n'avait même pas l'argent pour retourner, au pays. Il a fallu que Sylvanus Olympio demande aux gens de cotiser. Les femmes du marché ont cotisé pour qu'ils reviennent au pays. C'est ça, se sacrifier pour son pays. Il a même vendu des terrains juste pour se déplacer et il a fait pour le Togo. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est décédé, mais je ne vois pas son nom quelque part. On ne parle même pas de lui. Mais ça ne m'empêche pas de toujours sortir, d'être debout et de lutter pour mon pays parce que je sais que, quelle que soit la longueur de la nuit, un jour, le jour viendra. Je vous remercie, Claudine Maté. Togo debout, merci. Merci infiniment, merci d'être là. Je donne la parole donc à Ben Diagba. Eh bien, bonsoir, professeur, bonsoir, madame Brigitte. En effet, je pense que tout est dit ici, c'est-à-dire la répétition est pédagogique. Nous connaissons tous les mots qui minent le quotidien des Togolais aujourd'hui et de toute la diaspora togolaise. Donc moi, je voudrais proposer quelque chose ici. D'abord, il va falloir forcément un soulèvement bien organisé sur des villes clés au Togo. Et je voudrais vivement interpeller tous les leaders qui sont sur le territoire togolais de nous faire des propositions. Et nous aussi, de la diaspora, nous pouvons contribuer aussi avec quelques propositions. Je préférerais des solutions. Parce qu'aujourd'hui, si on veut se mettre ici à parler de ce que vivent les nôtres au Togo, on ne peut même pas en finir. Préférable que nous ayons des solutions venant de nos leaders au pays et aussi des leaders de la diaspora. Nous allons tous conjuguer nos efforts parce que sans cela, nous n'allons pas advenir à ce que nous cherchons. Ce régime ne va jamais quitter. Il va falloir un coup de force, ne serait-ce qu'un soulèvement populaire. Non, ne dites pas ça ici. C'est pas beau. Merci. On parle politique, on parle pas force. Je vous donne la parole, monsieur le professeur David Ekwe, justement pour nous faire part de ce qui se passe au plan politique. Je pense que les partis politiques sont regroupés, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Vous pouvez peut-être nous en parler, monsieur le professeur. Oui, bonsoir à tous. Encore une fois, très heureux de pouvoir participer à ce space sur le Togo. Et je voudrais encore dire merci aux grands frères de nous accompagner dans cette lutte. Alors, en termes d'organisation, avant d'en parler, je voudrais donner cette petite information, c'est que cet après-midi, nous étions plus d'une quinzaine d'organisations de la société civile réunies en conférence de presse avec les journalistes. Et pour nous, ça a été l'occasion de réaffirmer un certain nombre de points et de prendre une position claire. Nous avons en substance précisé que pour la société civile togolaise, ce qui se passe
c'est un coup d'État. C'est un renversement du régime constitutionnel du Togo et l'article 150 de notre constitution dit clairement que c'est un crime contre la nation. Donc, c'est un coup d'État et nous ajoutons que dans l'article, dans la constitution, il est dit clairement que le chef de l'État, qui est le garant des institutions, jure solennellement de défendre, de protéger la constitution que les Togolais se sont donnée. Alors, l'équation est simple. Un chef d'État ne peut pas à la fois être celui qui jure de protéger la constitution et être celui qui cautionne ou donne son aval à une procédure de violation de cette constitution. Et donc, si le chef de l'État va jusqu'au bout de cette entreprise, s'il avalise cette entreprise, s'il donne son accord, s'il cautionne, alors pour nous, il perd automatiquement la légitimité. Il ne peut plus être le chef de l'État togolais. Le chef de l'État, voilà. Donc, c'est l'équation que nous avons aujourd'hui clairement, la position que nous avons clairement affichée en conférence de presse. Les organisations de la société civile demandent au chef d'État de bien réfléchir. Soit il est le président de la République, et dans ce cas, il doit garantir la défense de la Constitution, finir son mandat et organiser des élections, notamment l'élection présidentielle en 2025, et permettre une alternance pacifique et démocratique. Soit il va au bout de cette entreprise hasardeuse que certains députés ont initiée, et dans ce cas, nous sommes tenus d'en tirer les conséquences. Alors, une fois que ceci est dit, bien sûr, nous savons tous dans quel intérêt cette modification de constitution a été réalisée dans une procédure totalement grotesque et grossière, nous le savons. Et donc, cela appelle une organisation pour pouvoir y faire face. Cette organisation, il faut pouvoir la mettre en place au plan national. Donc, nous qui sommes sur le terrain, il faut pouvoir la mettre en place et la renforcer dans la diaspora. Il faut une organisation qui englobe les partis politiques. Il faut une organisation des structures de la société civile et s'inscrire surtout dans la durée. Ne pas se dire que c'est une lutte qui va se régler en 1 ou 2 semaines, mais que ça peut prendre, et je pense que ça prendra plusieurs mois. Et pour réussir, il faudra certainement arriver à un moment donné à cette situation de déclic au sein de la population avec une véritable mobilisation. J'ai entendu Claudine déplorer le fait que les populations ne se mobilisent pas. C'est une réalité. C'est c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et voir comment est-ce que progressivement, avec le travail de sensibilisation, d'éveil de conscience, on peut ramener les Togolais qui s'étaient déjà mobilisés fortement en 2005, qui s'étaient déjà mobilisés très fortement en 2017 et en 2018. Donc, amener les Togolais à comprendre que nous avons échoué peut-être en 2017 et en 2018. Nous étions très proches du but. Nous n'y sommes pas parvenus. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager, se dire que ce n'est plus la peine d'essayer. Il faut de nouveau se remettre en mobilisation citoyenne massive pour arriver au bout de ce que nous sommes en train de faire. Alors, organisation, nous, au niveau de la société civile, ce que nous avons initié aujourd'hui, nous comptons le poursuivre, l'amplifier, le consolider. Une organisation de la société civile qui n'a pas de nom, qui n'a pas une structuration particulière, mais des activités qui vont être faites ensemble, d'un commun accord, pour que nous puissions, dans les semaines à venir, suffisamment mobiliser la population, suffisamment sensibiliser la population, suffisamment informer la population sur tout ce qui se passe, surtout en dehors de la capitale. Aujourd'hui, la question nous a été posée en conférence de presse. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont faites dans la capitale, mais à l'intérieur du pays, l'information ne passe pas encore. Donc ça, c'est ce travail d'organisation, d'information et de sensibilisation que nous devons faire. Et je suis convaincu qu'à un moment donné, le déclic va se produire et cette masse critique de l'opinion nationale que nous sommes en train de vouloir obtenir, nous l'obtiendrons. Les partis politiques également doivent participer, pas chacun dans son coin, mais se mettre ensemble
sur des actions toujours de mobilisation citoyenne. Et je crois que ça a commencé. Nous avons déjà vu des partis politiques qui, il y a encore quelques mois, ne travaillaient ou ne voulaient plus travailler ensemble, commencer à initier ensemble des actions en termes de mobilisation citoyenne. Mais au-delà de la mobilisation citoyenne, nous avons vu les partis politiques s'inscrire également dans des actions juridiques. Je sais qu'il y a un regroupement qui a déjà initié quelque chose au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, au-delà de la mobilisation citoyenne, il y a des actions qui vont porter sur le terrain juridique. Et bien sûr, le plaidoyer. Alors, le plaidoyer, ça regroupe tout le monde, aussi bien les organisations de la société civile que les partis politiques. Et je suis très heureux de voir ce que l'on est en train de faire là. Pour moi, c'est du plaidoyer. Vademos, qui est un grand réseau ouest-africain citoyen, qui intervient également sur la question de la démocratie, s'intéresse au sujet. Et vous avez vu récemment une sortie de Africadium Center du doyen Alioune. On a vu Africtiviste du Sénégal intervenir également sur la question. J'ai parlé de Vademos, tournons la page, etc., etc. Même si on ne croit plus beaucoup en la CEDEAO, il y a des actions également qui sont menées en direction de cette institution communautaire pour dire à la CEDEAO, mais voyez ce pays, ce régime qui viole de façon aussi évidente les dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas vous taire. Cette fois-ci, vous êtes tenu d'une manière ou d'une autre de dire stop à ce régime. Donc, ces actions de plaidoyer menées aussi bien par les partis politiques que par les organisations de la société civile également vont certainement porter leurs fruits. Et bien sûr, la diaspora, il y a eu des appels à manifester qui n'ont pas été très suivis, mais il ne faut certainement pas se décourager. Ça peut prendre du temps, mais à un moment donné, ça va redémarrer comme ce fut le cas en 2017 et en 2018. Et les tenants du pouvoir auront du mal à mettre pied en Europe, auront du mal à mettre pied aux États-Unis ou ailleurs. Et nous avons demandé aujourd'hui en conférence de presse que chaque parcelle de notre territoire, au niveau des ambassades et autres, donc, soit investie par ceux qui veulent absolument faire barrage à cette machination. Et donc, ça veut dire que il faudra que progressivement les gens de la diaspora comprennent que le découragement n'est pas la solution. S'il y a un appel à manifester, il faut se lever. Et cette solidarité que nous appelons ce panafricanisme, c'est ça le vrai panafricanisme, c'est que le Togolais ne se retrouve pas seul pour défendre la démocratie togolaise. Qu'il y ait lors des manifestations des Congolais, des Sénégalais, parce que nous avons tous été fiers de voir le regain de la démocratie sénégalaise. Même, je pense que tous les Africains seront fiers si nous arrivons enfin à obtenir pour les Togolais une vraie démocratie. Voilà, j'ai un peu parlé un peu beaucoup, mais c'est pour dire, pour finir, que il faut effectivement s'organiser, mieux se structurer, chercher les ressources aussi bien humaines que financières pour pouvoir alimenter cette lutte et se dire, dans l'esprit en tout cas, c'est une lutte qui peut durer longtemps, mais au bout, je reste convaincu que nous allons, en tout cas, le pouvoir nous a donné l'occasion de nous retrouver, de nous restructurer, de nous remotiver pour nous relancer dans cette lutte. Et pour moi, en tout cas, il faut dire au président Faure Gnassingbé qu'il a fait 4 mandats et je pense que c'est suffisant. Nous lui donnons la possibilité de finir ce mandat. Ça doit être son dernier mandat. Il a la possibilité historique de passer la main en 2025, de porter ensuite le titre d'ancien président, de savoir que, par exemple, le président Nelson Mandela, il n'a fait qu'un seul mandat. Et pour nous, il avait pourtant, pas seulement pour nous, mais je pense que pour les Sud-Africains, pour tout le monde entier, il avait cette possibilité de pouvoir rester au pouvoir à vie jusqu'à sa mort. Qu'on tient compte de son histoire, mais il n'a fait qu'un seul mandat. Si on prend George Weah n'a fait qu'un seul mandat. Si on prend je ne sais pas qui d'autre, mais en Afrique, il y a quand même des présidents qui étaient de grandes personnalités, mais qui n'ont fait qu'un seul mandat. Il a eu la chance d'en faire 4 après les 38 années de règne de son papa, lui demandant tout simplement de passer le témoin et de devenir ce jeune président, ancien président du Togo. Nous serons fiers de dire qu'en dépit de tout ce qu'il a fait, voilà un jeune président qui aujourd'hui a compris la nécessité de passer la main. Merci beaucoup. Merci infiniment. Encore une fois, je demande à Francis s'il veut prendre la parole, juste de la demander.
il peut être en priorité là-dessus. Le temps juste que je redonne la parole à la Révolution populaire officielle qui avait un souci de connexion tout à l'heure. Chadé. Oui, bonsoir Tonton Konaté, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour avoir organisé encore ce space. Et je crois que si on pourrait en organiser chaque semaine, si c'est pas dans notre case du débat citoyen, nous aussi, nous allons nous regrouper entre les autres Africains, entre les cousins des Togolais nous allons organiser des space pour parler du Togo. Je crois que c'est pour l'instant, nous disposons tout au moins de cette arme qu'aucun président ne pourrait nous arracher. Je profite pour saluer tonton Francis qui nous écoute et remercier Brigitte pour tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. Quand vous l'écoutez, ça c'est la femme togolaise qui parle, c'est nos mamans togolaises bien courageuses qui n'ont pas peur de dire la vérité. La seule qui a parlé des États-Unis, elle a dit exactement combien ça coûte. Nous pouvons organiser, nous pouvons faire le même mouvement dans nos coins, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans notre lieu de travail, à travers cet espace, à travers les autres médias sociaux que nous avons. Et ça ne coûte absolument rien, ça ne nous coûte que le moment d'une connexion, ça ne nous coûte que les 2 ou 3 heures de temps que nous allons passer loin de nos femmes, loin de nos maris, loin de nos enfants, juste pour parler du Togo. Parce que le Togo mérite mieux que ce qu'il vit pour l'instant. Nous n'avons pas d'autres armes, mais Tonton Konaté. Et moi, je vous remercie énormément du fond de mon cœur pour ce que vous faites. Nous allons relayer le combat avec vous, nous n'allons pas nous taire. Et nos frères et sœurs togolais, comptez sur nous. Nous vous soutenons et nous allons vous soutenir. Il y a un cousin sénégalais qui demandait s'il y a une ambassade du Togo à Dakar, mais ils ont un consulat. Je crois que même si dans la plupart de nos... Donc je conclue en disant que nous allons continuer par relayer. On ne va pas attendre les 2 semaines. Je crois que le dernier space qu'on avait fait, ça datait d'au moins 2 ou 3 semaines. En attendant qu'on organise d'autres séminaires sur débat citoyen entre les amis ivoiriens, camerounais, béninois et autres nigériens. On va organiser d'autres petits spaces pour parler du Togo. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup, Tonton Konaté. Merci Chadé et merci pour ta constance ici. La Révolution, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur. Je me présentais au début, je disais que moi je suis congolais de Kinshasa. Je partage beaucoup d'avis ici parce que je trouve la cause des Togolais aussi partagée comme la cause des Congolais aussi, étant donné que nous n'avons que le même type de dirigeants qui ne se soucient pas au bien-être du souverain primaire, le peuple, mais qui s'aventurent chaque année, chaque période pour juger bon à rester éternellement au pouvoir sans rien faire pour ce peuple. Et ici, je pense que j'ai écouté Maman Brigitte, que j'ai vraiment salué le message. Moi, je pense que l'Union africaine aussi devait régler les questions que les nations n'ont pas pu régler. Par exemple, la question du mandat, la question du respect du délai constitutionnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'Union africaine qui fabrique ces dictateurs. C'est l'Union africaine qui balise la route à ces vautours du pouvoir et impunément il reste au pouvoir et cette Union africaine n'accompagne pas le peuple africain. Et je ne serais pas curieux de voir qu'aujourd'hui on parle encore de Sassou Nguesso, on parle encore de Paul Biya, même quand il est grabataire. Vraiment, quelle mosaïque de gens insouciants des autres peuples et rester au pouvoir pendant très longtemps sans rien faire de ces peuples. Curieusement, ils sont ovationnés par les Européens, les Occidentaux, mais je regrette Kadhafi. Ils ont tué Kadhafi, quelqu'un qui a changé la vie de Libyens, mais ils protègent des dictateurs qui ne font rien. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit continuer à accepter cette façon de faire, cette démocratie à double standard? Et ici, je vais paraphraser notre héros national Lumumba. Et ça, je vais partager aussi au peuple togolais. Lumumba nous a dit que dans notre pays et surtout en Afrique, il y a beaucoup plus d'ennemis intérieurs qu'extérieurs. Et nous devons identifier nos ennemis intérieurs. Ce sont ces pseudo-politiciens assoiffés du pouvoir qui fabriquent des idées pour fabriquer des dictateurs. Je ne peux pas comprendre une assemblée nationale puisse prendre les goûts de sacrifier toutes les générations seulement pour satisfaire leur propre ego et un individu. C'est anormal. C'est vraiment anormal de comprendre qu'on veut même
changer les modes de scrutin. La même situation qui s'est reproduite au Togo, si j'ose hausser les temps, c'est en gestation dans mon pays. Nous avons déjà bénéficié d'une élection chaotique où vous pouvez voir les machines à voter à même dans les maisons des dignitaires du pouvoir. Et l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique ont validé ces élections. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre que dans mon pays, les dessertes en électricité posent problème, mais il y a eu élection pendant 7 jours. Pendant 7 jours, et on a compilé les résultats des élections pendant la nuit. Vous pouvez imaginer les chaos électoral qui s'est passé dans notre pays. Mais malheureusement, le président Tshisekedi continue à exercer son pouvoir. Il n'y a aucune pression, ni de l'Occident, ni de l'Union européenne, ni des Nations Unies. Nous sommes abandonnés, nous, peuple africain, à notre propre sort. Et pour chuter, notre seul salut reste la révolution populaire. C'est pourquoi vous me voyez porter ces noms ici. Mais il y a peu d'Africains qui comprennent que nous devons nous révolter face à ces ennemis intérieurs qui ne sont que des nègres de palais. Les Européens et les Occidentaux ont compris que la deuxième façon de coloniser l'Afrique, il faut choisir le faible d'entre eux pour coloniser les Africains. Et ce sont ces pseudo-dirigeants qui sont là. Au lieu de servir notre peuple, ils se servent eux-mêmes et continuent aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à parler des noms Eyadema au Togo? Pendant 40 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces Togo? Il n'y a rien du tout. On doit laisser la place à de nouvelles énergies, à de nouvelles pensées. Et curieusement, il n'est pas le seul. C'est comme ça que je parle des ennemis intérieurs de l'Afrique. Vous allez voir dans la classe politique des pseudo-politiciens qui vont passer de télévision en télévision pour expliquer l'inexplicable. C'est seulement en Afrique où on peut venir mentir un peuple. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bienvenue donc à Francis. Francis, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée-Conakry, le Tchad sont sous emprise de régimes issus de coups d'État militaires. Le Sénégal vient de se libérer du joug de la domination démocratique excessive. Le Togo prend des allures de démocratie qui n'en sont pas. Le Soudan est à feu et à sang. La Libye est à feu et à sang. L'Afrique au centre, l'Afrique au sud, l'Afrique à l'est, l'Afrique au nord et l'Afrique à l'ouest est troublée. Est-ce que véritablement c'est une situation dont on peut se contenter de dire ça va passer? Merci, Maître Konaté. J'étais venu pour écouter mes amis concitoyens, j'allais dire, togolais, puisque nous sommes voisins et proches depuis toujours. Et comme tu as beaucoup insisté pour que j'intervienne, je vais dire quelques mots. Je suis très heureux de retrouver également ici, notamment, je vais pas les citer tous, Brigitte, que je connais bien, Boris, qui est là également, professeur Dossé. Je suis heureux de retrouver ici également mon jeune frère, Chadé, qui est là, et Mex, bien sûr, mon jumeau spirituel. Voilà, donc, merci en tout cas de me donner ces quelques minutes de propos pour, je suis heureux de participer à ce débat. Et, j'aimerais d'abord, rendre un hommage quand même à tout ce peuple togolais, parce que tout à l'heure j'entendais dire que c'était un peuple qui était devenu un peu silencieux, un peu en retrait, un peu en panne de révolte. Mais il faut surtout penser à tous ceux qui ont précédé tous les Togolais, je veux dire, du passé, tous les Togolais d'entre-temps, tous les Togolais d'aujourd'hui, et toutes ces luttes qui ont été menées. Et on n'a pas beaucoup évoqué ces jours-ci, depuis qu'il y a ce nouveau coup d'État, dans ce régime de coup d'État permanent, on n'a pas beaucoup évoqué toutes les violences que ce régime a fait subir à ses concitoyens, aux Togolais. Nous avons connu des moments où on a vu les Togolais prendre la route de l'exil plus d'une fois, allant vers le Bénin, allant vers le Ghana, dans des camps d'infortune, des camps de réfugiés, tous ceux qui sont partis également ailleurs, en Europe, partout, de l'Irlande jusqu'en Allemagne, en passant par la France, bien entendu. C'est un peuple qui a beaucoup souffert dans sa chair, qui a beaucoup souffert au quotidien. On a le souvenir des jours tragiques de conférences nationales au Togo, au début des années 90, et ces massacres de la lagune de Baie, triste souvenir, horrible souvenir. Nous avons assisté à tout cela. Nous avons assisté à tous les épisodes de crise que ce pays a connus depuis des décennies, et avec
une nouvelle mouture de crise, je dirais, depuis la succession que Faure Gnassingbé a opérée dans des conditions dantesques, vous en souvenez, en 2005. Continuité donc de ce régime assuré par Faure Gnassingbé. Et de ce point de vue, pour revenir à ce que tu disais, Maître Konaté, en évoquant toutes ces crises sur le continent, il faut dire que le Togo, je vais surtout insister, puisqu'on parle de Togo ce soir, que le Togo est une exception sur le continent. Le Togo cumule d'ailleurs toutes les exceptions en réalité, parce qu'on parle beaucoup de régimes d'exception aujourd'hui, en Mali, en Burkina Faso, au Niger, mais le Togo à lui tout seul est une exception majeure, cumule toutes les exceptions. 57 ans d'un régime de père en fils, et puis surtout une succession de crises comme on en a rarement comptabilisé dans la plupart de nos pays sur le continent. C'est le régime autoritaire le plus avancé qu'on ait connu depuis les indépendances sur le continent. C'est l'autocratie, la dictature la plus longue vécue par un peuple sur le continent en réalité. Et c'est le régime qui s'est montré le plus inamovible depuis 57 ans, donc depuis pratiquement le lendemain des indépendances. C'est une particularité, et l'Afrique de l'Ouest héberge ce régime depuis très longtemps. À un moment donné, il y avait un compagnonnage entre le Togo et la Gambie. On disait que c'était les deux points noirs de la démocratie en Afrique de l'Ouest, depuis qu'il n'a jamais été chassé du pouvoir dans les conditions que nous savons, avec d'ailleurs un geste historique qu'on peut saluer de la CEDEAO à l'époque. Le Togo est aujourd'hui, je dirais, le point noir essentiel dans cette Afrique de l'Ouest, à l'exception évidemment de l'actualité beaucoup plus récente, évidemment, de ce qui se produit dans ces régimes militaires qui ont émergé, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, ou encore au Niger. Et l'affaire continue. Alors, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de cette modification, ce changement de constitution, moi j'ai ressenti une grande lassitude en réalité. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'entendre de jeunes Togolais parler ce soir, une nouvelle génération qui reprend la lutte où leurs prédécesseurs l'ont laissé, pour continuer quand même à se battre sur le terrain, parce que on a parlé de coups d'État, mais c'est un régime de coups d'État successifs et permanents. Et d'ailleurs, Faure Gnassingbé s'est illustré, je dirais, dans la cascade de coups de force depuis 2005, parce qu'on n'en est pas au premier attentat contre la Constitution dans ce pays. C'est un épisode de plus, mais c'est un épisode radical cette fois-ci, parce qu'en fait, ce qui se produit aujourd'hui comporte plusieurs paramètres. D'abord, on assiste à une suppression pure et simple du suffrage universel dans un pays, en ce qui concerne en tout cas l'élection présidentielle. C'est la consécration d'une présidence à vie. Et jamais un régime, enfin dans un passé récent en tout cas, aucun régime, à l'exception d'un régime militaire d'exception, n'a osé, aller jusqu'à cette extrémité que de supprimer le suffrage universel, considérant tout simplement que les élections ne servent à rien. Faut pas chercher plus loin. Le geste posé signifie cela, que les élections ne servent à rien, et que plutôt que, d'avoir affronté à chaque élection présidentielle frauduleuse les coups de boutoir d'une opposition qui continue quand même, à battre le pavé, autant supprimer tout simplement le suffrage universel et mettre en place, procéder à une monarchisation officielle de ce pouvoir et de ce régime. C'est à cela que nous assistons. Donc, c'est un coup d'État majeur, c'est un coup d'État effectivement qui remet en cause complètement le processus démocratique dans ce pays et qui installe une présidence à vie et qui prive un peuple de sa capacité à se prononcer pour désigner ses dirigeants et qui aussi, de certaine façon, fait fi complètement de la décision de la population. C'est-à-dire, c'est la suppression de ce que nous appelons, et Maître Konaté sait de quoi je parle, le souverain primaire dans un pays, dans un État. C'est à cela que nous assistons aujourd'hui au Togo. Le coup était effectivement amer, difficile pour les Togolais. Je disais tout à l'heure que quand j'ai entendu parler de ce projet, quand ça a été annoncé il y a quelques semaines, moi j'avais ressenti une grande solitude également d'ailleurs, parce que je suis de cette génération qui a suivi, je dirais, tous les épisodes de crise que le Togo a connu depuis 4 décennies. Et on se dit, jusqu'où peuvent-ils aller? Est-ce qu'ils vont franchir le Rubicon? Est-ce qu'ils vont pouvoir? Est-ce qu'ils vont oser? Eh bien, ils osent tout. Et ils ont osé aussi faire cela. C'est-à-dire, cette espèce comme ça, je dirais, de mise en scène de présidence à vie, qu'on appelle un changement de régime, de passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et j'ai entendu un porte-parole du parti UNIR dire que ce changement de régime était très attendu par les Togolais et que cela allait garantir la stabilité de l'État, la stabilisation du pays. Alors qu'il faut simplement parler de la consécration, je dirais, définitive d'une présidence à vie, quoi.
Alors, je ne vais pas en dire davantage puisque je pense que beaucoup, vous allez certainement donner la parole à tous vos invités, à tous les participants en tout cas à ce débat. Moi, je souhaite simplement que voilà, il n'y a pas le pire n'est jamais sûr, comme l'on dit, et je sais que au bout de ce long tunnel, les Togolais finiront par aboutir simplement à faire amener jusqu'au bout, jusqu'à son terme, à réussir en tout cas ce projet, d'enfin instaurer dans le pays un espace de vie ordinaire, un espace de vie serein, profitable à tous, où la peur ne serait plus la chose la mieux partagée par les citoyens, où la misère au quotidien ne serait plus la chose la mieux partagée par les citoyens de ce pays. Je connais bien ce pays, j'en ai suivi toutes les crises, comme je vous le disais, depuis 4 décennies. Bon, je ne vais pas remonter jusqu'au début des années il y a des mains, parce que bon, j'étais encore très jeune à l'époque. En tout cas, j'ai couvert en tant que journaliste, j'ai accompagné les Togolais, je dirais, dans ce long tunnel. J'ai connu tous ces épisodes-là. J'ai connu moi-même mon interdiction de séjour au Togo. J'étais sur la liste, fait partie de ceux-là qui ont été mis sur une liste noire à l'aéroport de Lomé à la fin des années 80 et pendant quelques années, en tout cas. Aujourd'hui encore, quand je pense à aller au Togo, c'est avec beaucoup de précautions, évidemment que j'y pense et je n'y vais pas, en tout cas. J'y pense avec beaucoup de précautions. Voilà, donc, je dis simplement, c'est un épisode parmi d'autres. Le régime, il est égal à lui-même. Et finalement, ce qui se produit aujourd'hui, et j'en finirai par là, est en cohérence totale avec ce régime. C'est-à-dire qu'au fond, ce régime est en train simplement là de mettre au grand jour sa propre logique. C'est-à-dire un régime qui, dans sa nature, n'a jamais accepté la notion d'alternance au sommet de l'État. Donc, voilà, pour les oppositions, je dirais également un mot des oppositions qui sont fatiguées, qui sont épuisées, comme la population d'ailleurs est fatiguée et épuisée. Il y avait un rendez-vous qui a été un peu manqué en 2017-2018 avec ce soulèvement populaire qui a fait trembler quand même les fondements ou les fondations du régime. Et puis voilà, le régime a pu une fois de plus retomber sur ses jambes parce que l'opposition également n'a pas toujours été d'une très grande cohérence, parce que l'unité de l'opposition n'a pas toujours été garantie, parce que les agendas des oppositions n'ont pas toujours été compatibles les uns avec les autres, et que parfois on a eu à déplorer également que certains opposants se soient montrés de temps en temps comme des alliés objectifs du pouvoir, ont peut-être accepté certaines complicités coupables qui ont quelque part ralenti la lutte des citoyens et la lutte des militants de ce pays, des militants en tout cas au changement, des militants pour des jours sereins, meilleurs, des jours lumineux pour le Togo. Mais il ne faut pas désespérer de tout cela. Je pense que tout simplement, pour terminer, que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui s'expriment, cette jeunesse qui s'exprime, cette quadragénaire qui s'exprime aujourd'hui, ou ces quinquagénaires qui s'expriment aujourd'hui, ou même ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en train de penser à leur pays et de fabriquer encore de nouveaux rêves de sortie de crise, de nouveaux rêves pour des lendemains meilleurs pour ce Togo. Merci beaucoup. Merci infiniment, Francis, pour ton éclairage, pour ta lumière et surtout pour cette expertise qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a vu des régimes successifs passer non seulement au Togo, mais au Bénin, au Mali et dans tous ces pays-là. Tu as l'avantage non seulement d'éclairer les opinions, pas que africaines, mais des opinions qui s'intéressent donc à l'Afrique, mais en même temps, tu as l'avantage également d'écrire pas mal sur ces sujets-là, des questions de démocratie, des questions de gestion du pouvoir, des questions de dévolution du pouvoir, la problématique de l'alternance à la tête de l'État, tu l'as indiqué. Je pense que le Togo est l'un des rares États aujourd'hui qui ne se soit pas alterné encore au pouvoir, si ce n'est de père en fils. Je ne sais pas trop si ça s'appelle l'alternance à ce niveau-là, mais je suis un peu sceptique. Pardon à ceux qui ont pas mal de questions, pas mal d'interrogations. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Bonne nuit pour ceux qui ont encore quelques heures à dormir et puis surtout bon réveil. Que Dieu vous garde tous. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.